Travailler dans cette chambre noire pourrait bien vous coûter la vie. C'est là que Janet Parker développait ses photographies médicales à l'université de Birmingham. À l'époque, on faisait encore comme dans les vieux films, sauf que la chambre était située au pire endroit possible, juste au-dessus du laboratoire de microbiologie. Un problème dans la ventilation et elle s'est retrouvée exposée au pire de tous les virus, la variole. Légère fièvre, courbature, au début, elle prend ça pour de la fatigue, mais très vite, ça dégénère. Parce que la variole, ça se transforme en ça. Dès les premières apparitions de pustules, elle sera mise en quarantaine. Trop tard, elle aura eu le temps de contaminer ses parents. Heureusement, ils s'en sortiront indemnes. Elle, par contre, elle aura beaucoup moins de chance. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais elle mourra une dizaine de jours plus tard, la dernière victime connue de la maladie. Pourtant, 2 ans plus tard, l'OMS déclare le virus totalement éradiqué. 3000 ans de combat et plus de 300 millions de victimes rien qu'au 21e siècle, mais l'humanité aura remporté la guerre. Alors comment ça se fait que si proche de la fin, la maladie soit encore capable de faire des victimes ? On aurait dû avoir les connaissances pour pouvoir la soigner. Surtout qu'elle est vaccinée. Alors quoi ? Le labo avait fabriqué un super virus ? Ou bien est-ce qu'ils étudiaient un ancêtre de la maladie ? Beaucoup plus puissant. D'ailleurs, si vous avez déjà joué à Plague Inc, vous savez qu'il y a plein de types de virus différents. Ceux qui se répandent facilement mais dont les risques sont limités, les très dangereux qui ont plus de mal à se propager, impossible de trouver une défense qui fonctionne. Sauf avec la dernière découverte du Science Trash Lab, un vaccin universel, CyberGhost VPN, tellement efficace qu'il fonctionne sur les virus informatiques. Ça va te rendre invulnérable aux attaques, IP intraçable et réseau privé sécurisé. Il te permet de changer ton IP quand tu veux. Grâce à ça, tu peux faire sauter les géorestrictions. Parfait pour obtenir des billets d'avion moins chers. Continue tes épisodes de The Good Doctor ou de Grey's Anatomy pendant que tu voyages, en débloquant plus de 40% de contenu supplémentaire en français et en te donnant accès à tout le catalogue de Disney+, Netflix ou Prime Video. En seulement 3 clics, accède aux courses auto en français et gratuitement depuis les chaînes locales. En plus, avec leur offre à moins 83%, ça revient seulement 2 € par mois. Disponible partout, tu protèges cet appareil en même temps et profites de 4 mois offerts. C'est parfait pour partager avec les potes et la famille sans qu'ils aient besoin de subir la piqûre aussi. Satisfait remboursé pendant 45 jours, déjà plus de 38 millions d'utilisateurs qui se sont laissés convaincre. Et vu les notes sur Trustpilot, ils sont plutôt contents. D'où sortent les virus ? Vous avez sûrement déjà entendu parler du permafrost, cette terre gelée dans laquelle les paléontologues ont découvert des mammouths et d'autres espèces préhistoriques, parfaitement conservées grâce à la glace. Eh ben, il y aurait aussi des virus piégés dedans, prêts à se répandre au premier rayon de soleil. Comme en 2016, le dégel a libéré une bactérie responsable de l'anthrax. 2600 rennes sont morts à cause de la contamination. Ça a aussi touché l'être humain en rendant gravement malade 36 personnes et causant le décès d'un enfant de 12 ans. Une véritable catastrophe qui aurait pu être bien pire. Il faut environ 20 minutes à une bactérie pour doubler sa population. Dans le même temps, un virus peut se multiplier par 10 000. C'est pour ça qu'une équipe de scientifiques marseillais explore les régions où le permafrost est présent. Ils essayent d'en trouver pour pouvoir les étudier. C'est même les premiers à avoir réussi. Ils ont découvert 13 espèces, dont la plus vieille identifiée à ce jour, le virus zombie. Plus de 48 500 ans. Ils l'ont surnommé comme ça parce qu'il est revenu d'entre les morts. Lorsqu'il a été implanté dans une cellule, il a repris son activité comme si de rien n'était. S'il venait à se libérer naturellement, il pourrait se répandre sans aucun problème et faire des victimes. Sauf que coup de bol, on est totalement immunisé. Lui et tout se trouver piégé dans la glace appartiennent à une catégorie spéciale, les virus géants. Beaucoup plus grands que les autres, ils sont quand même 5 fois plus petits que nos cellules, mais ça reste trop gros pour passer les membranes de protection et les infecter. On a donc pensé qu'ils pourraient être les ancêtres de virus d'aujourd'hui. Mais en étudiant leur code génétique, on s'est rendu compte qu'on se trompait. Ils n'ont pas assez de points en commun. C'est donc pas de là que proviennent les nouvelles maladies. En fait, ils font simplement comme les autres espèces. Ils s'adaptent à leur environnement pour survivre. Ils vont devenir plus résistants aux menaces et apprendre à envahir de nouvelles cibles. Pour y arriver, ça passe par la mutation génétique. Lorsqu'ils se multiplient dans un hôte, des erreurs peuvent apparaître dans leur ADN, une copie erronée du virus. Si ça aide à proliférer plus rapidement ou à résister, alors on verra apparaître un nouveau variant. Sinon, il disparaîtra simplement sans qu'on s'en rende compte. C'est pour ça que les vaccins contre la grippe ne fonctionnent qu'un an. Le virus se répand, touchant des milliards de personnes et augmentant les risques d'erreur. Quand il revient l'hiver suivant, il a changé et nos défenses sont inefficaces. Pour contrer ça, on essaye de prendre de l'avance. Un projet américain cherche à répertorier tous les virus connus et comment ils vont évoluer dans le futur. Leur but est d'être prêts avant même qu'ils apparaissent. Et pour y arriver, ils n'hésitent pas à créer des nouveaux virus. Les complotistes avaient-ils raison finalement ? L'homme les fabrique pour ensuite vendre les vaccins et s'enrichir ? Ça va pas jusqu'à là, mais des virus qui s'échappent des laboratoires où on les étudie, il y en a beaucoup. Avec les avancées technologiques, il est devenu beaucoup plus simple de réaliser des manipulations génétiques. C'est ce qui a permis d'industrialiser des médicaments comme l'insuline par exemple. On modifie l'ADN d'une bactérie pour qu'elle sécrète la molécule. Comme ça ne lui sert à rien, elle la rejette et on n'a plus qu'à les récupérer. Et un virus, c'est beaucoup moins complexe. Regardez par vous-même. 100 fois moins de gènes à étudier et à manipuler. Le plus petit
petits de tous en compte même seulement 4. Du coup, les bidouiller, c'est un vrai jeu d'enfant pour les experts. Mais on ne fait pas n'importe quoi. Le plus souvent, on cherche à lui faire gagner une fonction supplémentaire. Par exemple, être capable d'infecter de nouvelles cibles ou d'être plus résistant. C'est comme ça que les projets militaires ont commencé à mélanger plusieurs virus ensemble, créant ainsi une chimère. Ils voulaient créer le plus puissant possible pour mettre au point des armes biologiques. Sauf que mal maîtrisé, ça peut entraîner d'énormes dégâts. En URSS, un des programmes cherchait à militariser le virus de la variole. Sauf qu'il s'est répandu hors de la base, contaminant l'eau et les habitants d'une ville proche, faisant plusieurs morts avant que l'armée se rende compte de la fuite. Un autre a même abouti sur une arme validée par l'État, causant au passage la mort de la personne dirigeant le projet à cause d'une exposition. Les dégâts que ça pourrait causer sont tellement grands que leur usage a été totalement interdit à travers le monde depuis 1972. Mais la méthode continue d'être employée car pour la recherche, elle a beaucoup d'intérêt. En les modifiant, on peut les rendre moins nocifs et encore plus faciles à étudier. Grâce à ça, on apprend comment se défendre contre les plus dangereux et aussi comment s'en servir. On s'est rendu compte que les cellules cancéreuses et saines possédaient une membrane légèrement différente. En modifiant un virus, on peut donc faire en sorte qu'il s'en prenne directement aux tumeurs, les détruisant sans mettre en péril le reste de l'organisme. En se basant sur ce principe, un projet européen a essayé d'aller plus loin, les utiliser contre les maladies héréditaires. On confie un gène sain au virus pour ensuite le laisser infecter l'organisme. Le but est qu'il le transmette aux cellules afin qu'elles se corrigent elles-mêmes et réparent l'erreur génétique. Et si ça fonctionne pas avec un spécimen, pas de problème. On en a plein d'autres pour mettre au point la méthode. On peut même se servir de ceux ayant disparu. Du moment qu'on connaît leur code génétique, on est capable de les recréer. C'est comme ça qu'on a refabriqué celui responsable de la grippe espagnole. Pendant l'épidémie de 1918, on n'avait pas la technologie nécessaire pour l'isoler. Il a disparu tout seul sans qu'on puisse en apprendre plus sur lui. Pourquoi lui redonner vie si on a réussi à s'en débarrasser? Parce que ça permet d'étudier son mécanisme et de préparer une solution s'il devait réapparaître. Aujourd'hui, c'est possible pour plus de 9000 spécimens différents. On peut même trouver tout ça dans des banques de données publiques. Ça veut dire que n'importe qui peut recréer un virus mortel comme la peste noire? En théorie, oui, mais en pratique, ça va être plus compliqué que ça. Déjà, il faut des connaissances très poussées en microbiologie, en chimie et en génétique pour y arriver. Ça et quelques centaines de millions d'euros de matériel de haute technologie que vous ne pourrez pas trouver au coin de la rue. Surtout quand créer un seul servira à pas grand chose. Les études prennent du temps car il faut ensuite cultiver des cellules qu'il pourra infecter pour se reproduire et se multiplier. Beaucoup d'efforts et de moyens investis juste pour donner la grippe aux gens. Qu'est-ce qui rend un virus dangereux? Pour le comprendre, disséquons-en un au hasard. Ce n'est pas juste un être vivant comme les autres, d'ailleurs on n'en est pas sûr. Plutôt une sorte de robot biologique programmé pour envahir tout ce qui bouge. Et il est plutôt bien équipé pour ça. Parce que lorsque vous pensez à un virus, c'est juste à sa couche de protection. Les pics sont en fait des protéines qui vont s'accrocher à nos cellules et les forcer à s'ouvrir. Une fois que c'est fait, c'est là que le vrai virus peut apparaître, bien caché à l'intérieur d'une autre carapace, attendant d'atteindre le noyau cellulaire pour se libérer et tout détruire. Juste quelques morceaux d'ARN qui flottent. Pourtant, l'ADN c'est censé être le plan de construction de tout l'être vivant, c'est pas censé être mauvais. Surtout qu'un humain possède 22 000 gènes. Comment quelques brins de plus peuvent détruire tout ça? Lorsqu'il va se libérer de la carapace, il va aller directement vers l'imprimante, permettant à vos cellules de se dédoubler et de fabriquer les protéines dont elle a besoin. Il utilise son énergie, ses outils génétiques pour se cloner, il la transforme en usine à virus, produisant des millions de copies qui finissent par sortir et partent attaquer d'autres victimes. C'est pour ça qu'on se questionne pour savoir si les virus sont vivants ou non. Oui, ils se multiplient, s'adaptent à leur environnement, varient les uns des autres, mais ils ne possèdent aucun matériel reproducteur pour faire perdurer leur espèce. Sans un hôte à contaminer, ils disparaissent. En plus, ils n'ont aucun moyen de croissance, n'ont pas besoin de produire d'énergie, donc de se nourrir. Quand on a découvert leur existence, on les considérait carrément comme des poisons. Ils passaient au travers des filtres conçus pour bloquer les bactéries et étaient totalement invisibles au microscope. En même temps, c'est pas étonnant, regardez leur taille. Ils sont 100 fois plus petits qu'un grain de sel. Pour vos cellules, c'est comme observer une fourmi. On n'avait clairement pas les moyens de les repérer à l'époque. Aujourd'hui, ça a changé. On est même capable de les classer, les répartir en différentes familles. La plus connue est celle responsable des grippes, les virus influenza, avec 4 catégories. A pour celles qui touchent les humains et oiseaux comme la grippe espagnole ou aviaire, B quand ça touche seulement les humains, et C quand le virus ne déclenche aucun véritable symptôme. Il y a même une catégorie D, mais rien à craindre, on est totalement immunisé. Elle n'est dangereuse que pour les porcs et les vaches. Il y a une autre famille qui est souvent représentée au cinéma ou dans les séries. Ils ont une forme étrange qui fait penser à des araignées venues de l'espace. Pour une fois, c'est pas exagéré, c'est vraiment à ça qu'ils ressemblent. Ça fait froid dans le dos, hein. Pourtant, ce sont vos meilleurs amis. Rien que notre estomac en contiendrait plus de 1 billiard. Si on les héberge sans faire payer loyer, c'est parce qu'ils sont très utiles. Ils envahissent seulement un type de cellules spéciales, les bactéries. Tellement pratique qu'on se sert d'eux en médecine comme on vous l'a expliqué dans une autre vidéo. Aujourd'hui, un projet a même été lancé à Lyon pour créer une grande réserve de ces virus. On aurait ainsi un stock à disposition pour lancer des soins rapidement. Du côté de Montpellier, on essaye carrément de mettre au point une méthode pour identifier dans quel cas ils peuvent nous venir en aide. Et le virus qui a fait trembler le monde entier alors? Il doit bien appartenir à une famille de super virus, non?
ou avoir sa propre catégorie vu sa dangerosité? Bah même pas, c'est simplement une membrane comme les autres de la même famille des coronavirus. Et il est pas tout seul, il y a plus de 5000 spécimens, chacun avec des symptômes différents. Certains donnent la diarrhée aux cochons, d'autres des problèmes urinaires aux chats. On les redoute depuis la pandémie, mais la plupart ne déclenchent que des symptômes bénins et l'homme n'est sensible qu'à 8 d'entre eux. Au final, si on compte toutes les familles, on en connaît plus de 10 000. Et ben dites-vous que ça serait seulement 1% de ce qui existe. Sous terre, au fond de nos océans, ils prolifèrent sans qu'on puisse les observer. Au total, il y aurait près de 10 quintillions d'espèces différentes. Heureusement, aujourd'hui, moins de 200 sont dangereux pour l'homme. Mais alors, comment démarrer une pandémie? Votre mère vous a forcément mis en garde. Couvre-toi bien ou tu vas attraper la grippe. Mais pourquoi? Il y a plus de virus dans l'air en hiver? Pas vraiment. C'est vrai que quand les températures baissent, ils deviennent souvent plus résistants. C'est dû à leur capsule de protection qui protège leur code génétique. Elle est formée de différentes matières grasses, donc elle se comporte exactement comme du beurre. Lorsqu'il fait chaud, elle va se ramollir et devenir moins solide. Alors qu'en hiver, elle va se durcir légèrement, permettant au virus d'être plus résistant et donc plus difficile à éliminer. Vos défenses immunitaires, elles par contre, c'est l'inverse. Déjà, le manque de soleil réduit votre apport en vitamine D, ces dernières ayant un rôle important dans le développement et la prolifération des cellules qui défendent notre organisme. Sans elles réagissent moins vite et sont moins nombreuses, mais la température extérieure vient aussi les saboter, surtout sur certains points où des virus peuvent entrer. D'après une étude, si vous vous baladez dehors, quand il fait 4 degrés, les cellules de votre nez vont se refroidir jusqu'à atteindre 32 degrés Celsius. Dans ces conditions, elles produisent 40% de morve en moins, et en plus, elle est moins efficace. Oui, la qualité de votre morve, c'est important. C'est elle qui sert à bloquer le passage des virus et des corps étrangers. Donc l'hiver, c'est plus facile pour eux de rentrer. Rassurez-vous, la solution est simple, gardez votre nez à l'abri avec une écharpe. Ça retient suffisamment l'air que vous expulsez pour réchauffer vos cellules et leur donner une chance de se battre. Ah, et évitez d'être face à quelqu'un qui éternue. Ils peuvent aussi rentrer par nos yeux et nos oreilles. Si vous préférez rester à l'intérieur pour éviter les risques, désolé, mais c'est là que vous avez le plus de chances d'être contaminé. C'est plus facile pour eux de se développer dans des environnements clos et secs. C'est souvent le cas en hiver, car l'eau présente dans l'air redevient liquide avec le froid. Dans nos appartements, c'est encore pire, car en plus de ça, on augmente le chauffage. Ça va chasser l'humidité hors du logement chaque fois qu'on ouvre la porte. C'est aussi plus simple pour eux de survivre dans des espaces clos. À l'extérieur, ils sont constamment balayés par les mouvements d'air, ils ont donc beaucoup de mal à atteindre un autre. Dedans, par contre, le problème ne s'oppose pas et ils finissent forcément par atteindre leur cible. C'est pour ça que les médecins conseillent d'ouvrir les fenêtres 5 à 10 minutes au moins 2 fois par jour. Ça permet de les chasser en renouvelant l'air et en faisant rentrer un peu d'humidité. Mais ils ont bien dû trouver un moyen pour arriver là. En fait, ils véhiculent par les animaux, oiseaux, cochons, le virus se répand dans leur corps sans déclencher de symptômes. Ils nous les transmettent ensuite en les expirant dans l'air qu'on partage. C'est ce qu'on appelle la transmission zoonotique. Même nos animaux de compagnie y participent. Parfois c'est dans leur fourrure et on les récupère en les caressant. Il y en a quand même plusieurs qui sont trop faibles pour survivre à l'air libre. Dans ce cas, ils ont dû trouver une autre méthode, passer directement d'un être vivant à un autre, comme les piqûres de moustiques ou les morsures pour le chikungunya ou la rage. Et l'homme fait pareil, principalement par ses fluides. Donc quand vous caressez votre chat, vous lui en refilez quelques-uns et il les laisse rentrer en faisant sa petite toilette. C'est comme ça que certains animaux domestiques ou dans les zoos ont fini par attraper le Covid, mortel pour eux aussi. Mais la transmission est encore plus rapide entre deux spécimens de la même espèce. Ça demande moins d'efforts au virus pour s'adapter à son nouvel hôte. Une simple poignée de main suffit, mais heureusement, ils sont incapables de franchir notre peau. Donc vous ne risquez rien tant que ce n'est pas sur une plaie non cicatrisée ou si vous vous frottez les yeux ou le nez. Au final, se laver les mains régulièrement reste le meilleur geste barrière pour éviter d'attraper une grippe ou de passer sa journée sur les toilettes. Heureusement qu'on avait CyberGhostVPN avec nous pour protéger notre vie privée, débloquer des contenus exclusifs et faire des économies. Essayez-le grâce à la garantie satisfait remboursée de 45 jours, vous aussi il peut vous être utile, alors profitez de leur offre à moins 83%. Le lien est en description. Ils sont donc juste bons à nous faire du mal. Et ben même ça, on n'en est pas sûr. S'ils sont là, c'est pour une bonne raison. Réguler les écosystèmes et peut-être même créer la vie. C'est une théorie très acceptée dans le domaine scientifique. En pénétrant les cellules, le virus pourrait fusionner avec l'ADN de l'hôte pour entraîner une mutation génétique, créant génération après génération de nouvelles espèces. Même dans l'ADN humain, on a pu trouver des traces de gènes de virus. Une théorie va même jusqu'à dire qu'ils seraient les premiers occupants de la Terre. Mais là, le débat est plus houleux. Certains pensent qu'ils viendraient de cellules ayant régressé jusqu'à cette forme, et d'autres encore de gènes flottants qui auraient évolué pour. Ce qui est sûr, c'est qu'en apprendre plus sur eux nous permettrait de les contrer pour venir à bout de maladies comme le sida ou la malaria, et peut-être même d'en apprendre un peu plus sur comment la vie s'est formée sur la planète.